Bun găsit, prieteni! Invitatul meu astăzi la interviurile File 2025 este celebrul scriitor francez Michel Bussy. Născut în 1965, este unul dintre cei mai citiți autori francezi contemporani, operele sale fiind traduse în peste 35 de limbi. De formație geograf, specializat în geopolitică, mult timp profesor la Universitatea din Rouen, a vândut peste 13 milioane de romane doar în Franța, la care se adaugă milioane de exemplare vândute la nivel internațional în 38 de țări. Cărțile sale au fost traduse în limba română la editura Polyrom. Bun găsit, Michel Bussy. Bonjour. Grand merci pour cet entretien. Vous étiez pour la première fois en Roumanie? Ce știți despre această țară din estul european îndepărtat? Alors, c'est la troisième fois que je viens en Roumanie. J'étais déjà venu à Iași il y a 20 ans, très exactement. Oui, oui. Quelques semaines. C'est là que j'ai inventé mon premier roman, Code Lupin. Je crois que je l'ai inventé ici, à Iași. Michel Leblanc? Oui, avec Maurice Leblanc. Maurice Leblanc, le créateur d'Arsène Lupin. Oui. Voilà. Et j'ai un souvenir précis de me promener dans Iași, être en terrasse et d'inventer les premières lignes de mon premier roman. Ce știți despre literatura română? Cunoașteți vreun scriitor român? Ați citit vreun scriitor român? Alors, je connais évidemment Eugène Ionesco. Alors, il est roumain, il est français, il est les deux, mais bien sûr. Et puis, souvent, je passe à Paris. Et cette pièce, et qui est jouée à Paris depuis toujours, c'est la plus ancienne pièce, et ça c'est extraordinaire. Et voilà, donc, et puis Eugène Ionesco est encore étudié à l'école en France, donc c'est devenu un classique qui a marqué aussi mon adolescence. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un festival de literatură? La cât sunteți de celebru, nu mai aveți nevoie de promovare. De ce acest supliciu al avioanelor, autografele? De ce e important un festival de literatură pentru Michel Bussy? Alors, l'avion peut être un supplice, se lever très tôt et attendre, ça c'est un supplice. Aller signer des livres et rencontrer des lecteurs, ça non, c'est pas un supplice. C'est toujours très, très émouvant d'arriver dans un pays et de voir qu'il y a des lecteurs. J'ai eu 8 livres qui ont été traduits en roumain, et de voir qu'il y a des lecteurs à Bucarest, à Iași, peut-être à Cluj ou ailleurs, qui me lisent. C'est toujours extraordinaire et très émouvant, et j'essaye chaque année de faire 1 ou 2 voyages à l'étranger. J'ai la chance d'être traduit dans à peu près 40 pays, et c'est un vrai privilège d'aller rencontrer des lecteurs du bout du monde qui souvent portent un regard beaucoup moins critique que ça ne peut l'être en France. Ce succesul pentru dumneavoastră? Ați vândut peste 13 milioane de cărți în Franța. Există o rețetă a succesului? Non, il n'y a pas de recette du succès, parce que si tout le monde appliquait la même recette, eh bien, ça serait celui qui en trouverait une autre. Voilà, tout le monde ne peut pas vendre 13 millions de livres, donc il faut que, comme quand on gagne au loto, ça tombe sur quelques écrivains. Non, ce que je peux dire, c'est que ce qui est rassurant, c'est qu'on peut vendre beaucoup de livres, des millions de livres, en les écrivant soi-même, sans intelligence artificielle, sans avoir une équipe autour de moi qui me dit il faudrait parler de ça ou de ça parce que ça va plaire au public. Voilà, ce qui est rassurant, c'est que je choisis mes propres thèmes, souvent très différents. Le livre qui est publié là en Roumanie, c'est Code 612. Oui. C'est une contre-enquête sur le Petit Prince. Et puis le livre qui est publié en France en ce moment, c'est Les Ombres du Monde, qui parle du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc c'est des choses qui n'ont rien à voir. Et les lecteurs me suivent, tant mieux pour moi. Et j'en profite pour les emmener aussi dans des directions où ils ne s'attendent pas à aller. Simplement, je leur dis, suivez-moi et vous serez surpris, et j'espère que vous aurez une belle expérience de lecture. Dincolo de libertatea aceasta pe care vă dă succesul, cum vă trăiți dumneavoastră succesul? Din câte știu, locuiți în aceeași casă de lângă Rouen, în care locuiați și când nu erați celebru. Oui, c'est assez simple quand on est écrivain, je crois, de rester humble, d'avoir une vie de moine, sauf quand on se lève tôt pour prendre un avion, pour aller loin. Parce qu'en fait, 90% de la vie d'un écrivain, c'est d'être derrière un ordinateur et de partir dans un monde imaginaire où, finalement, que j'habite dans un petit appartement avec le papier peint qui se décolle, que j'habite dans une superbe maison face à la mer, ça ne change presque rien quand j'écris, et c'est 90% de mon temps. Mes proches me disent souvent qu'on
qu'on pourrait me poser quelque part et on vient me rechercher 10 heures plus tard et je ne sais pas où je suis, simplement j'ai écrit. Donc c'est facile de ne pas laisser le succès se dire il faut que j'ai un yacht, il faut que j'ai une voiture de sport. Peut-être certains écrivains font ça. Et moi j'ai aussi été publié assez tard dans ma vie. J'étais professeur d'université et ce succès est arrivé tard et j'ai vraiment fait en sorte que ce succès ne change pas ma vie, ne change pas mes amis, ne change pas ma famille, de manière à pouvoir continuer d'écrire mes rêves d'enfant et garder tout ce que j'avais emmagasiné comme envie d'écriture né d'un moment donné où je ne savais pas si je deviendrais écrivain. Et ça, c'était très important pour moi, de ne pas me dire, voilà maintenant que je suis devenu un écrivain célèbre, je vais devoir changer ma façon de regarder le monde, ou je vais devoir changer les thèmes que je vais aborder. Presque tous mes romans sont puisés dans des désirs d'enfant. Cu cea mai recentă carte a dumneavoastră, care nu a apărut încă în limba română, vă îndepărtați de romanul polițist, de poliție, de polar, cum se spune. Les Ombres du Monde e un roman istoric centrat pe genocidul din Rwanda. Cum vă alegeți subiectele, Michel Bussy, de la Claude Lupin și Maurice Leblanc, la Nuferii Negri de la Giverny, până la acest genocid din Rwanda? Alors, les sujets, souvent, ils s'imposent à moi. Le thème du Rwanda et de ce génocide, c'est un thème qui m'a touché de près quand je suis devenu professeur d'université, où j'ai encadré des étudiants de thèse, et c'est un sujet voilà, qui m'émouvait. C'est un sujet aussi qui me mettait en colère, parce que la France a une responsabilité très lourde sur ces génocides, et très peu d'écrivains ont écrit sur cette responsabilité française. Donc pendant très longtemps, j'ai eu envie d'écrire ce roman. Mais j'ai aussi une passion pour Le Petit Prince depuis ma petite enfance, et j'avais aussi envie d'écrire sur Le Petit Prince. Donc ce sont vraiment des envies anciennes. Après, peut-être ma particularité, c'est qu'à chaque fois, j'arrive ou j'essaye de nouer une intrigue policière, une enquête, quelque chose de surprenant qui va faire que les gens, les lecteurs, quel que soit le thème, vont retrouver peut-être ma patte, ma façon de faire, parce que il y a des surprises, il y a des rebondissements, il y a des plot twists, et c'est aussi ce que les gens aiment, en tout cas dans mes romans. Et je m'efforce, même si mes sujets abordés sont très différents, de garantir au lecteur ce plaisir de lecture-là, c'est-à-dire ce suspense. Ce sont des romans policiers, mais des romans policiers qui peuvent être très différents. Parfois, il n'y a pas du tout de policiers qui enquêtent. Mais il y a quand même un mystère, du suspense et des effets de surprise pour le lecteur. Vous êtes un maestro de suspense. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Micul Prinț? A scris un polar diabolic, critica l-a numit așa, un polar diabolic, care e de asemenea și o anchetă filozofică și poetică despre Saint-Exupéry, scriitorul și aviatorul, și tânărul său erou. De ce Micul Prinț? Le Petit Prince m'a toujours accompagné. C'est un roman sur le deuil, et j'ai perdu mon père assez tôt. Donc c'est un roman qui m'a aidé sans doute sur ce plan-là. Et je ne savais pas comment écrire sur le Petit Prince, même si la référence au Petit Prince se retrouve beaucoup dans mes romans, comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, le Petit Prince est aussi un roman policier, parce que le Petit Prince meurt à la fin, il se fait mordre par le serpent, et il est mort, et son corps disparaît. Et le narrateur, l'aviateur, ne sait pas où il est parti. Il est parti sur une étoile. Et le lecteur peut se demander, est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un assassinat? Est-ce que c'est une résurrection? Voilà. Et donc, il y a beaucoup de parallèles entre la mort du Petit Prince dans le conte et la disparition de Saint-Exupéry, dont on n'a jamais retrouvé le corps, donc on n'a jamais percé le mystère de sa disparition. Et là, j'ai su que j'avais une bonne idée qui était mais qui a tué le Petit Prince et qui a tué Saint-Exupéry? Peut-être que c'est Saint-Exupéry lui-même qui a tué Saint-Exupéry. Peut-être que c'est l'enfant Saint-Exupéry, enfant, qui a tué l'adulte Saint-Exupéry. Il y a beaucoup de façons, et on bascule du roman policier amusant au conte philosophique. În 2020, cu La Chute du Soleil du Fer, ați început o mare saga dedicată copiilor. O distopie care se petrece într-o lume în care nu mai există adulți, sunt doar copii de 11 ani. Ce vă îndeamnă să scrieți pentru adolescenți?
C'était un de mes rêves absolus Wow. avant avant la fin de ma vie, d'écrire une saga pour les adolescents ou les adultes qui sont restés adolescents, ou les enfants de 9-10 ans qui ont l'impression d'être déjà des adolescents. Et moi, j'ai lu Tolkien, j'ai lu évidemment Harry Potter tout seul à mes enfants. Et pour moi, le privilège absolu pour un écrivain, c'est de pouvoir parler, j'ai 60 ans aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de mes 60 ans à des enfants de 10 ans, de 14 ans, de 15 ans. Moi, mes enfants, je ne comprends pas la musique qu'ils écoutent, je ne comprends pas la façon dont ils communiquent sur les réseaux sociaux, ça m'est étranger. Oui. Mais grâce au livre, quand j'écris une histoire de dystopie, d'un monde futur, tous les codes sont abolis et j'ai des enfants de 10 ans, de 11 ans qui viennent me voir parce qu'ils ont aimé mon livre. Donc c'est une façon de communiquer entre les générations. Et si Tolkien revenait, il ne comprendrait pas le monde dans lequel on vit. Et pourtant, beaucoup d'adolescents se construisent en lisant Le Seigneur des Anneaux et évidemment bien d'autres récits de la littérature jeunesse. Et ça, je crois que pour moi, c'est extraordinaire parce qu'on se construit à l'adolescence. Moi, je me suis construit grâce aux textes et souvent aux figures héroïques. Dans Néo, je construis une mythologie avec des personnages qui sont tous, qui se construisent tous sous une forme ou une autre, par le héros. Et quand on est à l'adolescence, pourquoi les adolescents lisent des mangas? Pourquoi ils adorent les comics et les super-héros? Parce que ce sont en permanence des figures de héros et qu'on se rêve héros, on rêve d'une vie héroïque. Et parler de ça à l'adolescence, c'est toujours formidable parce qu'à travers les héros, on peut aborder absolument tous les thèmes de la vie. Multe dintre scrierile dumneavoastră au fost ecranizate în Franța, iar câteva serii de televiziune au avut chiar un foarte mare succes. L'île prisonnière, Rien ne te fasse. Cum e să-ți vezi scrisul la televizor? Oui, j'ai la chance, j'ai eu, je crois, six romans qui sont devenus des séries télévisées, qui sont été donc diffusées en France. Avec votre scénario? Et avec mon scénario ou des romans. La première chose, c'est un privilège, parce que même quand on vend beaucoup de livres, une série télévisée est regardée en France par 5-6 millions de personnes, et puis après, beaucoup de gens regardent aussi sur les plateformes, sur Netflix, etc. Donc ça fait beaucoup plus de spectateurs que de lecteurs. Alors bien sûr, je ne retrouve pas toujours mon livre, bien sûr, il y a des différences, il y a des choses. Si on m'avait donné tout l'argent pour faire le film, je les aurais peut-être fait autrement. Mais il faut, là encore, être humble et se dire que c'est déjà extraordinaire que des millions de gens qui, peut-être parfois, ne lisent pas du tout, vont quand même être touchés par mon histoire. C'est comme si Victor Hugo se réveillait aujourd'hui, il serait surpris de voir qu'on a fait un dessin animé avec Notre-Dame de Paris, une comédie musicale. Mais il se dirait c'est extraordinaire parce que on continue de parler de Quasimodo ou d'Esmeralda. Les gens connaissent encore ce personnage parce que ce sont devenus des dessins animés ou que Les Misérables sont devenus une comédie musicale. C'est ce qui peut arriver de plus beau pour un livre que de transformer, d'être ressuscité par beaucoup d'autres artistes. Cum vă poziționați față de ascensiunea inteligenței artificiale? Cum vă raportați la ceea ce poate deveni un dușman pentru scriitor? Alors, l'intelligence artificielle, tant qu'elle n'est qu'une aide à la recherche de connaissances sur Internet, va être, à mon avis, une grande aide pour les écrivains. Je le suis là. Par exemple, là, j'ai écrit un roman qui se passe dans les années 50. L'intelligence artificielle m'aide à savoir si des choses existaient en 1950, si des mots étaient utilisés en 1950, et on peut aller vers des sources, vers des documents très facilement. Et donc, c'est un accélérateur de partage de connaissanents. Et pour les journalistes aussi, c'est la voilà, même chose. C'est un accélérateur. Mais par contre, l'intelligence artificielle peut aussi être créative. Et il peut y avoir une tentation pour l'écrivain de demander à l'intelligence artificielle donne-moi un meilleur nom de personnage, trouve-moi un surnom, invente-moi une façon de résoudre cette énigme. Et petit à petit, on peut en venir à dire écris-moi tel chapitre ou écris-moi le livre tout entier. C'est le vrai danger et il sera très difficile de savoir quelle est la part d'intelligence artificielle. L'avenir nous le dira, toutes les inventions
comporte le pire et le meilleur. Et peut-être que demain, moi j'étais un petit garçon qui écrivait des romans tout seul dans sa chambre. Peut-être que demain, il y aura des petits garçons qui vont inventer des séries incroyables dans leur chambre. Et c'est l'intelligence artificielle qui leur permettra de faire ça. Et peut-être qu'hélas, il y aura des grands best-sellers mondiaux dont on apprendra qu'ils ont été écrits par une machine et les deux cohabiteront. Oui. Ați vorbit deseori despre democratizarea scrisului, despre faptul că scriitorul în ziua de azi nu mai e ca pe vremea lui Balzac sau Victor Hugo, doar scriitor. Există o anumită democratizare. Ce mai e cartea pentru noi, cei care trăim acum în secolul 21, cu inteligență artificială, cu lipsă de timp, cu toate aceste dispozitive speciale, smartphone și toate tabletele? Je crois que la démocratisation de la lecture, de l'écriture même, il y a par exemple un exemple concret, il y a encore 50 ans, 60 ans, je pense que très peu de femmes écrivaient. Très peu de femmes s'autorisaient même à écrire un roman. Aujourd'hui, il y a plus d'autrices, je pense, que d'hommes auteurs. Donc il y a déjà eu cet effort de démocratisation qui fait que des femmes se sont dit pourquoi est-ce que je ne m'autoriserai pas à écrire? Pourquoi? Même si je n'ai pas d'écrivain dans ma famille. Donc, et ça va être la même chose pour des jeunes, pour des retraités. Enfin, donc tout ça est très bien. Après, c'est le public qui choisira, c'est les lecteurs qui choisira. Souvent, les nouveaux auteurs, les nouveaux best-sellers ne vont pas être forcément dans la maison d'édition qu'on attend, ne vont pas être forcément le personnage qu'on attend, ça va être une femme anonyme. Voilà, et d'ailleurs, on le voit souvent aujourd'hui quand il y a de très très gros best-sellers, l'écrivaine est souvent quelqu'un qui a écrit ce livre toute seule, parfois l'a publié sur Internet et personne ne l'a lu. Et c'est ça aussi la démocratisation, c'est que le talent, ou peut-être le génie, ne se cache pas seulement dans ceux qui ont déjà accès à la culture, mais peut apparaître partout. Et voilà, donc je crois que ça c'est très important. Et puis surtout, il faut toujours lutter contre le fait que la lecture soit un outil d'exclusion, de séparation, et que la lecture doit être en permanence un lien entre les individus. Et c'est l'école, évidemment, ce sont les bibliothèques, ce sont les enseignants, ce sont les festivals, ce sont toutes les expériences qui font que venez, prenez un livre, comme là où on est, venez, prenez un livre, ça ne brûle pas, ça n'est pas compliqué, et ça pourra vous faire, tout le monde, voilà, vous faire vivre des émotions différentes. La final, un mesaj pentru tinerii cititori. De ce e important, și vreau să spună Michel Bussy lucrul acesta, să citească? De ce e important pentru tineri? Filet e un festival la care vin foarte mulți tineri aici la Iași, dar aș vrea un mesaj de la dumneavoastră, un îndemn la lectură. De ce să citească, mai ales cei tineri? Bien, c'est assez simple. C'est vrai que les jeunes lecteurs sont sollicités par énormément de médias, par Internet, par les jeux vidéo, par beaucoup de choses qui sont sans doute extraordinaires, qui leur permettent de vivre des choses extraordinaires. La lecture peut apparaître comme demande un petit effort supplémentaire. Elle demande, un peu comme quand on va se baigner dans une eau un peu froide, il faut faire l'effort de se dire « Oh, c'est froid ». Non, ça demande un petit effort d'y aller. Mais quand on a fait cet effort, la lecture procure beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'émotion que ne le ferait par exemple une série. Et ça s'ancre beaucoup plus dans le cerveau. Et la lecture permet aussi d'aborder. Je vais prendre un exemple. En France, par exemple, les jeunes filles, beaucoup, lisent beaucoup de la new romance. C'est-à-dire c'est de la littérature qui est un petit peu érotique, mais pas trop. Et je crois que c'est formidable parce que quand elles vont vers la new romance, eh bien peut-être qu'elles n'iraient pas directement voir des images pornographiques sur Internet. C'est trop dur, c'est trop direct. Ça leur envoie des images qui ne sont pas agréables pour elles. Par contre, lire de la littérature qui est un petit peu érotique, ça leur permet de construire leur imaginaire. Elles s'aperçoivent que la lecture permet de générer des émotions, des choses différentes. Et
Et ce n'est que de la new romance, c'est pas peut-être de la grande littérature. Ouais. Mais déjà, ça leur permet de comprendre ce que la lecture a de plus qu'une image. Et j'espère que quand on a de la science-fiction, oui, lire un roman de science-fiction, ça permet de se bâtir un monde imaginaire futur qu'il faut des millions de dollars pour construire sur une série. Donc forcément, ça sera très limité, etc., etc., etc. Et je vais prendre un dernier exemple. Si je prends l'exemple des ombres du monde du Rwanda, voir des images d'un génocide pour les jeunes, etc., c'est extrêmement difficile. On a envie de se mettre à distance. Lire un roman historique qui va tordre le cœur, qui va se dire, mais le cerveau peut créer la bonne distance en disant je vais me mettre à distance des morts, des corps, etc. Donc la littérature permet vraiment de choisir quelles images on veut convoquer, quel imaginaire on veut convoquer et comment on l'inscrit dans sa mémoire. Et ça, il n'y a que son propre imaginaire. Donc quelque part, la littérature, c'est la liberté de penser et de voir le monde tel qu'on a envie de le voir avec sa propre personnalité. Et propre cerveau. Et voilà. En finale, un message pour votre lecteur de Roumanie. Je suis très très fier. Comme je l'ai dit, je suis venu à Iași pour la première fois il y a 20 ans. La Roumanie était très différente. J'y suis revenu avec des étudiants on avait des échanges Erasmus. Il y avait beaucoup d'étudiants francophones. Et je suis très fier de revenir 20 ans après, d'avoir presque une dizaine de romans qui sont publiés en Roumanie, d'avoir des fans en Roumanie. Et Beaucoup de fans. Beaucoup de fans. Et parfois, je glisse comme ça des petits clins d'œil à la Roumanie, qui est un pays que j'aime beaucoup, que je connais bien. J'ai des amis roumains en France. Et je vais essayer d'en glisser encore beaucoup, voire peut-être un peu plus que des clins d'œil. Merci. Merci beaucoup. Vous étiez magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.